C'est déjà l'épisode 315. J'espère que vous passez un bel été. On va passer une petite heure ensemble. Merci d'avoir choisi une fois encore les technos et notre revue de presse habituelle. Durant cette période estivale, vous le savez, on s'invite chez vous que toutes les 2 semaines et comme toujours, ce sont nos chroniqueurs, ces 2 garnements que vous voyez à côté de moi si vous avez l'image, qui partagent leur veille et épinglent les infos qui, on l'espère, vont vous intéresser. Netflix, Disney+, Amazon Prime, donc à bien se tenir. La concurrence arrive, ou presque, on l'évoque dans cet épisode 315. On vous parle également de la console de jeu portable de Steam, de lumière pour les photographes avertis, d'intelligence artificielle victime de code malveillant ou encore d'un robot open source proposé par le chinois Xiaomi. Merci d'avance pour les pouces levés, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Bonne écoute. Comment allez-vous, messieurs? D'un côté, nous avons Benoît et de l'autre, nous avons David. J'espère que vous allez bien. Comment se passent les vacances? On commence peut-être avec David. Tenez, voilà. David. Pas de vacances ici. pas de vacances. Il fait chaud, voilà. Ok, d'accord, ok. Et du côté de chez Benoît, comment ça se passe? Bien. Benoît, il décompte les heures pendant les vacances. Oui, c'est ça, c'est les derniers jours. Les derniers jours avant les vacances. Et donc voilà, tu as choisi la bonne période. Je sais pas si tu pars, tu t'éloignes de Belgique puisque tu es. Non, pas spécialement. Non. On a des travaux, des choses comme ça à faire dans la maison. Ah, bah voilà, tu vas profiter du beau temps en faisant des travaux. Exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'on pourrait peut-être attaquer directement notre abécédaire. J'ai rien à rajouter, moi, de mon côté, donc allons-y. On commence avec la lettre A comme antivirus alors que je n'ai pas ma conduite sous les yeux. C'est très étrange. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Elle doit être ici quelque part à mon avis. On va parler d'antivirus avec justement David. Je vais passer la parole à David. Je suis un peu perdu. Je vous l'avais dit déjà la semaine dernière. Quand on le fait ce qu'on fait là toutes les 2 semaines, moi je perds toutes mes habitudes. Je suis calibré pour tout retenir un maximum de 7 jours. Au-delà de ça, j'oublie tout. Donc je reprends toujours un petit peu de temps pour retrouver mes marques. David, on parle d'antivirus et d'antivirus et de la fusion, je vais y arriver, entre Norton et Avast, tiens. Oui, ce n'est pas une très très grande nouvelle dans le sens que ça avait déjà été annoncé, on en a parlé beaucoup, mais là c'est fait. Donc pour 8,4 milliards de dollars, Norton et Avast vont fusionner et devenir virtuellement la plus grande société d'antivirus au monde. Antivirus qui sont considérés par certaines personnes comme étant eux-mêmes des virus, parce que comme on en a parlé il y a peu de temps avec le décès de John McAfee. Oui. Voilà, lui-même disait. Lui-même donnait les recettes pour désinstaller son antivirus et Avast et Norton sont tout à fait du même calibre et sont des plaies. Oui, voilà. Je rappelle que David vit en Thaïlande et que la langue qu'il pratique le plus n'est pas la langue du cru, mais l'anglais, et que de temps en temps, on l'avait déjà noté la semaine, il y a quelques semaines quand tu avais participé, de temps en temps tu te mélanges un petit peu, par exemple dans les chiffres, dans les machins, etc. Faut pas trop s'inquiéter, c'est pas très très grave, le fond est là, on comprend le sens de ce qui est dit. C'est vrai que le fameux Norton, Benoît, toi tu n'as pas l'usage non, enfin tu n'installes pas d'antivirus, on va pas dire pourquoi parce que ça va énerver tout le monde, mais on n'en a pas besoin nous, les gens disent. Enfin bref, mais le Norton, c'est vrai qu'une fois qu'il est installé, et souvent il est installé, à une époque en tout cas, il était quasiment installé par défaut sur certaines machines, ou en tout cas une version soi-disant démo qu'on n'arrivait jamais à désinstaller. Il y avait toute une procédure pour le virer. C'était une galère. Je sais pas si l'un ou l'autre a une expérience, un vécu personnel. C'est le moment de le partager. On peut dire du mal. Si. Moi, j'en ai beaucoup. Moi, je suis passé de l'autre côté avant que ce genre de pratique ne soit répandu sur PC. Mais par contre, j'ai des souvenirs de ces publicités avec la Peter Norton qui était droit comme ça contre sa boîte là, sa grande boîte jaune. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Comme un dentiste. Voilà.
J'aime bien l'image. Oui, et c'est tout à fait l'image. Le truc qui tombe à plat, voilà, c'est comme un dentiste, point. Merci les gars. Un autre truc, t'as dû complètement démonter un PC, David, pour récupérer, pour désinstaller cet antivirus ou pas. Moi, disons que moi, oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Je veux dire, moi personnellement, comme je suis dans l'informatique, j'ai eu des tonnes de clients qui m'ont appelé à l'aide avec des soucis de Norton qui faisait chuter les performances à un niveau plancher, il n'y a plus rien qui tournait, on ne savait pas désinstaller, et c'était récurrent comme problème. Mais Avast n'est pas mieux non plus, donc je veux dire, c'est un beau mariage ensemble. D'ailleurs, j'ai pas si longtemps que ça, je pense que c'est il y a un mois ou deux, j'ai quelqu'un qui m'a appelé à l'aide, acheté un nouveau laptop, et il y avait Avast qui était préinstallé d'origine dessus. Et ce qui était assez marrant, c'est que quand on fait une réinstallation de Windows à partir de zéro pour ne pas avoir tous ces programmes préinstallés installés, pour une raison que j'ignore, et je suspecte que maintenant il mettrait des listes de programmes préinstallés à préinstaller au niveau du BIOS. Et en fait, après la réinstallation de Windows, Avast en version d'essai s'est réinstallé tout seul. D'accord, chouette. Donc voilà, c'est comme on le disait, c'est une plaie. Voilà. Il me semblait qu'il y avait une version gratuite d'Avast qui était assez populaire, me semble-t-il, qui a été beaucoup utilisée à un moment donné. Et puis je ne sais plus ce qui s'est passé. Je pense que Avast lui-même était un peu vérolé. Oui, enfin il y a une histoire. Voilà, on commence bien cet épisode. On dit du mal des antivirus comme si c'était une nouveauté dans le monde de la tech. Je pense que là on a bien enfoncé le clou. C'est bon, on peut passer à la suite. C'était juste pour se faire une petite mise en jambe. La suite, c'est la lettre A comme Apple. Ça faisait longtemps, tiens. On va parler avec Benoît de détection d'images, Benoît. Ben oui, vous en avez peut-être entendu parler. Apple lance aux États-Unis un nouveau mécanisme pour lutter contre la pédopornographie. Et donc l'idée, c'est sur base d'une liste qu'ils reçoivent du gouvernement américain, de détecter des images à caractère pédopornographique et à bloquer les images et signaler la machine d'autorité. Alors je le précise, c'est en tout cas pour le moment, uniquement sur les États-Unis, donc c'est pas une fonction qui est activée chez nous. Ça a entraîné énormément de débats pour une raison que je trouve assez amusante. Alors il y a de vrais questionnements derrière ce genre de choses. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé un petit peu, on va dire, surprenant, tous les acteurs du cloud font ça. Ils y sont obligés apparemment, ou soit légalement, soit par une pression venant du législateur. Et donc tous les acteurs du cloud font ça, sauf que ce que tous les acteurs font, c'est qu'ils scannent les photos quand elles arrivent sur leur cloud. Donc, Microsoft, Google, si on dépose des photos sur leur cloud, va scanner les photos pour voir si elles ne se trouvent pas dans cette fameuse base d'images pédopornographiques. Apple, qui part du principe et qui veut rester fidèle à sa promesse disant on ne va pas scanner les fichiers que vous mettez sur le cloud, s'est dit ok, il faut trouver une autre solution. Et ils ont mis en place un mécanisme extrêmement complexe dans lequel ils font le scanning sur l'iPhone avant d'envoyer la photo sur iCloud. Donc, ton iPhone reçoit une liste de signatures de photos encodées, ce qui fait qu'elle peut pas être modifiée. Et au moment où tu envoies une photo sur iCloud, il va comparer les photos par rapport à cette liste. Et si la photo n'est pas dans la liste, il va l'envoyer sans problème. Alors, ce qui est assez... il y a eu énormément de réactions en disant attention, ça veut dire que Apple se met à scanner sur ton device, quelque chose qu'aucun autre acteur n'a jamais fait, et c'est évidemment surprenant pour un acteur comme Apple qui, quelque part, a toujours défendu le respect de la vie privée. Pas tellement parce que n'importe qui a un problème avec le fait qu'on mette en place des mécanismes pour lutter contre la pédopornographie, mais parce qu'évidemment, ces mécanismes-là, après, peuvent être détournés. Aujourd'hui, c'est ça contre lequel ils luttent. En Grande-Bretagne, je l'ai appris en cherchant sur le sujet, il y a un juge qui a obligé, sur une liste similaire, à mettre des contrefaçons de montres Cartier,
en disant c'est aussi important que la pédopornographie, donc il a imposé par jugement aux acteurs de lutter exactement de la même façon, d'utiliser les mêmes mécanismes pour lutter non plus contre une cause sur laquelle on peut encore tous se reconnaître, mais la contrefaçon des mondes quartier qui me paraît quand même pas être du même niveau de gravité. Et donc évidemment il y a la crainte de dire attention, ça veut dire que quelque part, oui aujourd'hui c'est pour ça, mais demain que pourrait-il se passer? Et ce que je trouve vraiment intéressant, et je dis pas que j'ai une réponse, c'est juste quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que on ne s'est pas offusqué du fait que le même niveau de contrôle se passe sur le cloud. On ne s'offusque pas du fait quand on envoie nos données sur le cloud, les traitements ont lieu, et on s'inquiète à juste titre. Attention, je suis aussi contre la démarche, mais on s'inquiète parce qu'Apple le fait sur le device. Et c'est vrai qu'ils le font un petit peu juste pour voir agiter le drapeau blanc. Je ne suis pas souvent critique d'Apple, mais il faut l'être quand c'est le cas, juste pour agiter le drapeau blanc, disant on ne touche pas à vos photos une fois qu'elles sont sur le cloud. Oui, mais comme ils les ont vérifiées avant, c'est un petit peu pas très correct, on va dire, de faire comme ça. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu perturbé par ce genre de mécanisme. Encore une fois, la lutte contre la pédopornographie, ça c'est tout à fait bien, ouais. Mais le fait d'avoir la machine qui vérifie tes photos et va servir un peu de mouchard, c'est quelque chose qui me dérange. Ça me dérange quand ça se fait sur le cloud, ça me dérange quand ça se fait sur la machine. Voilà. Et j'ai trouvé, par contre, d'un point de vue tech, c'était quand même extraordinaire de voir l'énergie qu'Apple dépense pour avoir une solution, pour faire la même chose que ce que tout le monde fait de façon relativement simple et où personne ne râle, mais le faire en respectant leur promesse de dire on ne touche pas aux photos une fois qu'elles sont sur le cloud. C'est aussi parce que c'est Apple, il faut être clair, c'est la cible toute désignée pour ce genre de critique. Ça, on le sait, les gros opérateurs de manière générale, pas que Apple d'ailleurs, sont souvent les plus rapidement ciblés, et de plus petits opérateurs passent entre les gouttes sans aucune difficulté. Ceci étant dit, ce que tu expliques là par rapport à cet événement-là, enfin en tout cas cette actualité-là, j'ai l'impression que ça se renouvelle régulièrement, que en matière de nouvelles technologies, souvent, quand on trouve une solution hyper sympa pour, justement, là on parle de pédopornographie, mais ça pourrait être tout à fait, de manière générale de sécurité, se retourne finalement très facilement contre les usagers. Je pense par exemple au système simplement biométrique. Comment on appelle ? Pardon ? Biométrique, oui, on peut le dire fort. Biométrique, c'est bien pour faire des contrôles de sécurité, et puis à un moment donné, si c'est pour faire des contrôles de passage et voir quand tu es passé, etc., automatiquement, ça prend une toute autre dimension. On ne s'en sortira pas, je pense. Je pars ici lancer le débat sur le pass sanitaire, mais on en est là aussi. C'est fait pour aider les gens, pour leur santé, leur sécurité, et finalement, certains s'en inquiètent en se disant ça pourrait se retourner contre nous à terme, ou d'une manière détournée, ou sous un autre gouvernement, ou avec d'autres dans toutes sortes de choses, ou dans un autre pays. Je ne sais pas ce que l'un ou l'autre en pense, un avis peut-être éclairé de l'un ou de l'autre. Ça me perturbe assez. Si on parle d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il y a un entraînement qui est fait, et comme la détection est faite sur l'appareil Apple, potentiellement, on pourrait se faire dénoncer sans avoir aucune preuve qu'on a réellement une photo, une photo litigieuse, on va dire, punissable. Oui. Voilà. Donc, ça risque de créer tout des faux positifs, un peu comme toutes les détections automatiques qu'on a sur YouTube et ailleurs, les détections de publicité qui tournent en arrière-fond à la TV et qui censurent les vidéos. Donc, ça risque de mettre le drapeau rouge sur des personnes qui n'ont rien fait à leur insu et sans avoir même une preuve. Si on parle d'une base de données de photos existantes, connues, ici, on parle de scanner les photos qu'on a prises et qu'on met sur le cloud. En général, si on télécharge quelque chose, ce qu'on télécharge n'est pas copié sur le cloud en backup. Donc, est-ce qu'ils vont faire également un scan de tout ce qu'on télécharge ? Je sais pas, c'est question vie privée, que le scan se fasse. C'est le deuxième cas de figure. C'est une base de données qui est fournie par un organisme de l'administration américaine. Et donc, tu n'as pas
Parce qu'effectivement, heureusement, quelque part, tu n'as pas le risque de faux positifs. C'est une série de photos que l'administration connaît comme étant apparemment des photos qui vont se retrouver, qui vont circuler dans les groupes à cible, on va dire. Et du coup, ce sont uniquement ces photos-là. Donc, tu n'as pas le risque d'avoir un faux positif, puisque c'est une de tes photos, elle va pas être dans la base, quoi. Enfin, après, ok, donc il n'y a pas d'intelligence artificielle. Alors, il y a un deuxième point avec l'intelligence artificielle, c'est ça qui crée un peu de confusion, mais c'est pour un autre service également lié à la protection des enfants. Mais il ne faut pas confondre les deux sujets. Donc, pour ce sujet-ci, c'est vraiment une base de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc eux ont une série de clichés, je schématise très fort, mais ils ont une série de clichés connus, entre guillemets, qui savent être dans la nature, parce qu'ils les ont déjà trouvés sur des machines de vilain monsieur, et ils disent, tiens, qui d'autre a cette photo? En gros, c'est ça l'idée. Hein. C'est pas juste essayer d'aller trouver des enfants tout nus sur des photos, comme on le fait, par exemple, comme Facebook le fait quand il repère de la nudité même dans une œuvre d'art. Eh bien, là, il tire la sonnette d'alarme. C'est pas cette idée-là, quoi. C'est pas ce concept-là. Okay. Non. Alors, il y a un deuxième, pour être complet. En parallèle à ceci, mais je l'évoque très vite, juste pour être complet. En parallèle à ceci, ils ont lancé un deuxième concept, mais qui, lui, ne fait pas intervenir les autorités, qui est de protéger des enfants 13 à 18 ans avec des niveaux de protection différents, où en fait une intelligence artificielle là reconnaît des images qui pourraient être problématiques. Et donc là, c'est comme une intelligence artificielle, c'est avec un entraînement. Et là, le principe, c'est si les parents ont activé la fonction, il y a la reconnaissance, il faut que les parents activent la fonction, donc c'est dans le contrôle parental. Et à ce moment-là, le jeune a la possibilité de dire, je veux quand même voir la photo ou je veux pas la voir. Je veux quand même envoyer ma photo ou je veux pas l'envoyer. Et les parents sont notifiés s'il a. Et donc il y a un écran qui apparaît disant, tes parents aimeraient mieux que tu vois pas cette image-là, ils s'inquiètent un peu de ça. Va leur en parler, et si tu dis non, je m'en fous, les parents sont notifiés. Donc ça fait partie du contrôle parental. Ça pose une série d'autres questions, mais je voulais pas mêler les deux sujets parce que sinon on s'en sort pas. De toute façon, comme je disais, c'est un peu ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que c'est toujours sensible. Quelle que soit la solution qu'on va trouver, il y aura toujours quelqu'un, et à juste titre, avec un commentaire sans doute judicieux, qui dira oui, mais si on fait comme ceci, c'est nos libertés, c'est machin, etc. J'en reviens à l'histoire de la censure, de l'auto-censure sur Facebook quand il repère de la nudité. On le sait tous, il y a des œuvres d'art qui ont été partagées sur Facebook et qui ont été entre guillemets censuré par Facebook parce que considéré comme étant pornographique. Maintenant, je vois des gens, j'ai une petite anecdote, j'ai vu quelqu'un cette semaine, pour illustrer un article sur Facebook, avait publié un tableau, je ne connais pas l'auteur, et avait flouté deux personnages parce qu'ils étaient tout nus dans le tableau. Et quelqu'un, peut-être à juste titre, a dit, ça c'est quand même dommage de mettre l'œuvre d'un artiste et de flouter. Et la personne a répondu, si vous voulez de la nudité, il y a des sites pour ça, machin. Donc les gens commencent maintenant à s'auto-censurer, c'est ce qui est quand même une dérive quelque part, hein. C'est un petit peu inquiétant. Si vous, chez vous, qui nous écoutez, avez une opinion là-dessus, un commentaire, une expérience personnelle, n'hésitez pas à la partager avec la communauté. C'est en ça que sert ce podcast. En gros, c'est vous partager des informations qu'on a épinglées, que nos chroniqueurs ont épinglées, mais c'est aussi pour vous pouvoir réagir et pouvoir peut-être en discuter et ouvrir le débat. Donc n'hésitez pas, les commentaires, que ce soit sur lestechno.be ou sous la vidéo sur YouTube, sont faits pour ça. Et vous ne serez normalement pas censuré. Donc on peut passer à la suite. Alors je sais jamais comment le dire, c'est Elinchrom, je pense qu'on dit, Elinchrom, c'est ça. C'est un gros fabricant de lumière photo, historique, j'ai presque envie de dire. Et donc Benoît va nous parler photo, parce que Benoît c'est monsieur déclencheur. On continue sur la photo. Qui continue sur la photo, voilà, c'est comme ça. On continue sur la photo pour parler d'un produit vraiment chouette qui vient d'être annoncé, qui est l'Elinchrom One. De quoi s'agit-il? C'est un flash de studio portable. Alors c'est un petit peu, même le nom est un peu paradoxal, puisqu'un flash de studio, on s'attend à quelque chose qui justement ne va pas bouger. Et là, il est portable. C'est pas le premier, hein, c'est loin d'être le premier, y compris chez Elinchrom. Mais la particularité, c'est que c'est le premier Elinchrom monobloc portable, c'est-à-dire un flash de studio qui va tenir dans une petite boîte, qui va avoir la batterie, le générateur, la torche, donc la partie qui produit la lumière, tout ça dans une petite boîte, et qu'on va pouvoir emporter avec soi, qui est relativement léger puisqu'il fait 1,5 kg. Donc
par rapport à du matériel photo, parce que ça s'utilise pas avec un smartphone, hein, ça s'utilise avec du matériel photo, style réflexe, etc. Ben, on est dans des types de poids qui sont raisonnables. Il le compare en fait à l'objectif 70-200 ou 70-200, c'est-à-dire un objectif qui est assez fréquemment utilisé en reportage parce que c'est un objectif assez polyvalent, c'est un télé assez polyvalent, on utilise pour faire du portrait ou pour faire beaucoup de choses, et on est grosso modo sur le même poids et grosso modo sur le même encombrement. Donc ça tient dans un sac photo, un gros sac photo, quoi. Sans problème, ça tient sans problème dans un sac photo. Par rapport à ce type de produit, c'est pas complètement nouveau. Donc il y avait déjà un produit un petit peu similaire chez j'ai un trou. Il y a déjà un produit un peu similaire chez Godox, donc qui est fabriqué en chinois, très très bon marché, et un produit un peu similaire. J'ai un trou, j'arrive plus à bon, je vais pas essayer de le retrouver. Ça va revenir quand j'y penserai plus. Voilà. Donc le Profoto. Et donc à quoi ça sert en final un flash de studio? Ben, c'est avoir un flash extrêmement puissant et extrêmement flexible. Donc par rapport au petit flash qu'on met sur son appareil photo ou qui est installé dans l'appareil photo, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Il va envoyer beaucoup plus de lumière. Et à quoi ça sert d'envoyer beaucoup plus de lumière? Ben, ça va permettre surtout de façonner la lumière. Donc qu'on va pouvoir du coup prendre sa lumière et la mettre dans des boîtes à lumière, dans des systèmes avec des réflexions, dans des bols, etc., qui vont du coup permettre de faire une lumière très large, très douce, très agréable, au contraire une lumière très serrée, donc très contrastée, comme ça, une lumière qui va, tu vois, la portrait hardcore ou quelque chose comme ça. Et ça, tous ces accessoires, ils mangent énormément de lumière. Donc tu mets beaucoup de lumière d'un côté, t'en as peu qui ressortent de l'autre côté, parce qu'il l'a justement balancé dans tous les sens pour la rendre plus belle quelque part. Et donc il faut un flash très très puissant. Si tu essaies d'utiliser ça avec un petit flash Cobra, le genre de petit flash qu'on a sur un réflexe, une technique qui a été populaire à une époque, ça s'appelait du strobisme. C'est très sympa, ça marche bien, mais avec les gros modificateurs, avec les gros façonneurs, pardon, ben ça devient un petit peu compliqué. D'où l'intérêt en fait d'avoir ces flashs qui sont extrêmement puissants, mais le problème d'un flash de studio, c'est comme on le dit, par défaut, c'est assez lourd. Il y a 15 ans, 20 ans, Elinchrom avait lancé une gamme de flash portables, et c'était à l'époque une petite révolution, des petits flashs de studio, mais qu'on pouvait emporter avec soi. Seulement, c'est une gamme un peu différente parce qu'on a une grosse sacoche, et sur cette grosse sacoche, on vient accrocher des petites torches relativement légères, et on va pouvoir venir les utiliser. Alors c'est un peu différent parce que on a la sacoche, donc c'est beaucoup plus encombrant quelque part. La torche est reliée avec un câble. Ça a des avantages, la torche est très légère, on peut la placer un peu plus facilement sur des petits supports, etc. Mais ça a l'inconvénient qu'on a le câble, donc c'est un petit peu moins pratique. Et donc pas mal de gens préfèrent ce format monobloc qui est plus compact, qui est plus pratique à transporter. Et comme la concurrence avait quelques produits, je pense qu'il était temps qu'Elinchrom sorte quelque chose dans la gamme. Ils ont sorti le One et ils ont annoncé également le 5, qui va donc être une version beaucoup plus puissante du produit. Alors, question je me mets à la place de l'auditeur lambda, question de béotien, pourquoi un flash et pas un éclairage continu, vu qu'aujourd'hui on a des panneaux LED assez performants qu'on utilise beaucoup pour la vidéo, etc. C'est le cas ici par exemple, c'est le cas chez toi aussi je pense. Pourquoi s'ennuyer avec un flash, puisque c'est vrai que sculpter la lumière quand on ne la voit pas, puisque le principe du flash c'est de n'éclairer qu'un instant, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, ça fait partie aussi des avantages des flashs de studio. Donc, tous les flashs de studio ont ce qu'on appelle une lampe pilote, c'est-à-dire un éclairage qui va être un éclairage permanent et qui va du coup te permettre de voir, ok, voilà comment la lumière va se présenter. Donc, tu n'as pas le phénomène du flash où tu ne vois pas vraiment comment la lumière va se présenter. Ça répond pas à ta question, hein, mais c'est pour raisonner sur l'aspect difficulté du... Je sais que je vais répondre à la question après, ça fait du suspense. C'est pour l'aspect de difficulté, je ne vois pas la lumière. En fait, on peut la voir, et accessoirement, sur cette génération-ci, comme sur la génération précédente chez Elinchrom avec la bandoulière que j'évoquais tout à l'heure, l'éclairage est conçu pour être utilisé en vidéo. Mais le problème, et on le voit tout de suite là-dessus, l'éclairage permanent, il est beaucoup moins fort. Et donc beaucoup moins fort, ça veut dire que pour certaines utilisations, c'est pas gênant. Il y a des choses où en fait on va pas voir la différence, et franchement, là tu as raison, les panneaux vont être plus pratiques. Certainement, si on fait de la vidéo, il vaut mieux prendre un panneau, ça va être plus petit, moins encombrant, et ça va très très bien convenir. Mais le fait d'avoir moins de lumière, ça veut dire
plusieurs choses. Ça veut dire que certains façonneurs vont pas pouvoir être utilisés parce qu'ils vont juste bouffer trop de lumière et tu n'auras rien en sortie. Donc ça te contraint un petit peu dans ce que tu vas pouvoir faire. L'autre élément, et en particulier quand tu es en extérieur, une des choses qui est super amusante, c'est de jouer avec le soleil et de venir équilibrer ta lumière par rapport au soleil et de venir mettre plus de lumière que ce que le soleil apporte. Or le soleil en été, ça peut déjà apporter énormément de lumière. Donc si tu essaies de faire ça avec des éclairages permanents, tu fais cuire un œuf en dessous. Avec un flash, comme l'éclair est extrêmement bref, tu as énormément de lumière, mais ça ne dure pas. Et c'est quelque chose qui est... Bon, c'est des petits jeux, hein, mais en matière de lumière, c'est super amusant d'avoir une photo où en fait tu es en plein soleil, en plein été, et tu as réduit la participation du soleil à 3 fois rien, et en fait c'est ton flash qui fait tout l'éclairage. C'est un peu amusant, mais là il faut un flash un peu puissant. On est d'accord qu'on est plutôt là sur des photos type beauté, hein. Oui, on est sur des photos type beauté, tout à fait. Alors sur les photos de sport aussi, ça peut être très utile, parce que un truc et encore une fois c'est une question de goût, c'est pas pour dire que c'est bien ou c'est mal, mais une lumière permanente, comme elle est moins forte, va t'obliger à avoir un temps de pause qui va être plus long. Tu vas pas avoir assez de lumière, autant de lumière que ce qu'un flash va pouvoir te donner, et donc ta photo que tu aurais peut-être pu faire au millième de seconde, tu vas la faire avec des vitesses beaucoup plus basses, et donc tu peux avoir un flou de mouvement. Ce qui peut être très chouette, hein, parfois c'est bien le flou de mouvement, mais si tu ne le veux pas, alors il faut obligatoirement un flash pour bloquer l'action. Et il y a même sur ces modèles, un peu moins performants que sur la génération précédente par contre, mais il y a même sur ces modèles un mode action, et le mode action c'est un flash qui est beaucoup plus rapide encore que le flash normal. Donc le flash essaye d'envoyer un éclair très très court, de façon à, lui aussi, comme le sujet ne va être éclairé que vraiment une fraction de millionième de seconde, et que c'est ça que l'appareil photo va prendre, avoir l'image qui va être vraiment complètement figée. Et tu as peut-être déjà vu ces photos d'un sportif, je sais pas moi, un type en skate par exemple, qui bondit en l'air, et tu as la photo où il est pris juste au-dessus, et la photo est complètement nette, il n'y a aucun mouvement. Ça, c'est fait au flash. On ne sait pas le faire autrement. Ou alors il faut vraiment être en super plein soleil. Alors généralement le sujet est en contre-jour, donc c'est pas beau. Donc la plupart du temps cette photo elle est faite au flash pour avoir bloqué justement l'action de la personne en hauteur. Ok, voilà. C'est bien le flash. C'est vrai qu'on l'oublie de temps en temps. On pense que c'est une contrainte. C'est vrai que quand on fait des photos et que un peu en amateur et qu'il fait un peu sombre et qu'on a peut-être pas bien réglé son appareil, qu'on pousse sur le bouton et qu'à ce moment-là on a le floc, le flash qui sort. Oh non, pas encore ce truc. Et à ce moment-là on a des yeux de lapin en face de nous. C'est voilà, ça c'est contraignant. Ça c'est quand on maîtrise pas très très bien son flash. À ce moment-là, bon, ça c'est un autre problème. Voilà, une belle parenthèse photo, c'est l'occasion quand Benoît est là de faire des parenthèses photos. Je sais pas si David s'intéresse un peu à la photo ou pas, parce qu'on se connaît mais pas tant que ça en fait. Donc c'est intéressant de poser la question, David. Un petit peu, oui. J'ai un appareil réflexe que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Maintenant que les smartphones sont plus facilement transportables et font des photos d'une qualité qui était impensable il y a 10-15 ans. Oui. Et encore, il y a 10-15 ans... Pour une taille pareille. Je ne vais pas rajeunir notre ami Benoît. Il y a 10-15 ans, Benoît faisait un podcast où il expliquait comment faire de bonnes photos de mariage avec son iPhone. Je crois que c'était l'iPhone 2, si je dis pas de bêtises à l'époque. Et donc, voilà, c'est tout ça pour dire que ça a encore plus évolué aujourd'hui et que peut-être qu'un podcast sur la photo se justifie encore moins aujourd'hui. Quoique, il y a d'excellents podcasts et d'excellentes chaînes YouTube sur la vidéo que je pourrais vous conseiller parce qu'il y a quand même des choses à apprendre de l'expérience de photographes et d'autres amateurs, etc. Oui, David, je t'ai coupé. La problématique de la lumière est assez intéressante. Je regarde souvent des vidéos, je ne sais plus le nom du canal YouTube où ils font des vidéos avec des caméras à ultra haute vitesse, donc du style 100 000 images à la seconde. Il faut une lumière colossale pour pouvoir prendre une vidéo avec une telle vitesse. Et d'ailleurs, j'avais vu un rapport sur un des tournages. Ils ont eu chaud, on cuit un œuf sous l'éclairage qui est nécessaire pour ce genre de choses. Et c'est également un problème en microscopie. Donc si on veut faire de la photographie en microscope optique, quand on grossit à 1000 fois ou à 1400 fois, 1500 fois, il faut beaucoup de lumière pour avoir une image qui est nette. Donc voilà.
C'est important, la lumière. Tu fais bien de le rappeler. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on pourra toujours imaginer, pourquoi pas, un podcast ou une série de podcasts sur la photo ou sur la lumière. Je pense que Benoît s'y prêtera avec plaisir. Mais n'hésitez pas à le dire. On est ouvert, nous, aux demandes de ce genre-là. On passe à la suite. Ah. Ça, c'est quand on me met intelligence artificielle en entier, ça déborde dans mon cadre de mon écran, donc c'est un peu compliqué. Donc, intelligence artificielle, I comme intelligence artificielle. Je vois que... Attends, je n'avais pas ce titre dans ma conduite, et donc du coup, je suis un peu perturbé. C'est qui nous parle de ça? C'est David. De quoi tu nous parles? Ça va être plus simple. Explique-nous le sujet. Voilà, donc la société OpenAI vient de démontrer et de fournir en version bêta leur API Codex, qui est en fait un système qui permet, via l'intelligence artificielle, de convertir du langage naturel anglais en code de programmation. Alors, pour donner un exemple, d'ailleurs, il y a un exemple assez intéressant sur la deuxième vidéo du lien qui sera mise en annexe au podcast. Il donne des instructions du style voilà, j'aimerais bien que tu mettes une photo d'une fusée spatiale dont l'URL est la suivante. Donc, il va prendre l'URL et prendre la photo. Ensuite, on va dire en anglais j'aimerais bien que tu arrondisses la photo. Donc, il va la mettre dans un cercle, couper le tour. Maintenant, je voudrais que tu la réduises d'un facteur 4. Je voudrais que tu l'animes de gauche à droite en rebondissant sur les bords de l'écran. Toutes des instructions comme ça. Qui au final permettent de faire un petit programme sans coder une ligne de code, juste en parlant. C'est intéressant, mais je trouve ça très dommage dans un sens, parce que leur slogan c'est qui voit là-dedans un outil pour multiplier les programmeurs. Pas sûr. C'est très relatif, mais quelqu'un qui donne des instructions comme ça, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle un programmeur. Et d'ailleurs, dans l'article, ils disent que c'est quasiment de l'art de trouver les bonnes phrases en anglais que pour faire ce qu'on veut au système. Oui, mais ça de nouveau, c'est une intelligence artificielle, donc il faut procéder par essai-erreur. Et à un moment donné, on ose imaginer que le bidule va reconnaître certaines intentions à terme, et qu'au départ, effectivement, c'est un petit peu comme Google Assistant et des choses du genre, où on se rappelle des premières versions, il fallait vraiment connaître la phrase clé qui fonctionne bien avant que ça ne fonctionne. Maintenant, c'est un petit peu plus... ça passe un peu mieux, quoi. C'est pas... extraordinaire, mais ça va, quoi. Mais moi, je pense que ça ne peut pas remplacer, je sais pas ce qu'en pense Benoît, mais je veux pas faire du corporatisme à 2 balles, mais ça ne va pas remplacer un codeur, quoi. Ça va pas remplacer voilà, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Je suis comme vous, hein. Je ne pense pas que c'est un codeur, mais je fais le rapprochement avec des choses comme Visual Basic, si vous vous souvenez, qui était en fait un produit qui est détesté par tous les programmeurs, et personnellement je déteste ce produit, mais qui est un produit qui a permis à plein de gens de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire, parce que ça aurait juste été trop cher de faire appel à un développeur pour faire leur petite application nécessaire. Alors, généralement, ça fait, j'espère n'offenser personne, ça fait des espèces de trucs complètement spaghetti, illisibles, et malheureusement, quand après on importe ça à une équipe de développement en disant ce truc fonctionne vachement bien, il faut un peu l'industrialiser, c'est la galère. Mais d'un autre côté, ça a vraiment permis à des types de problèmes auxquels on se serait jamais attaché d'être abordés, parce que tu avais quelqu'un du métier qui connaissait pas l'informatique, mais qui arrivait à bidouiller un truc qui marchait plus ou moins et qui l'aidait. Et donc, sans être fan de ce genre de trucs, parce que voilà, c'est comme vous le dites, c'est pas notre métier quelque part. C'est très différent de notre métier, c'est très vulgarisé par rapport à notre métier. Il faut
il faut aussi se dire, ça a parfois de la valeur d'avoir quelque chose qui va permettre à monsieur tout le monde de s'approprier un peu des outils et de trouver un peu d'autonomie. C'est un peu, je le dis en toute humilité, c'est un peu mon cas où je bidouille moi un peu en informatique quand j'ai besoin de quelque chose que je ne trouve pas, ça n'existe pas sur le marché, on ne peut pas l'acheter parce que c'est tellement spécifique à un usage qui m'est propre que je le bidouille moi-même, je me renseigne dans quel langage, avec quoi je vais faire ça, machin, etc. Et évidemment, c'est certainement pas très académique ma manière de faire, ça l'est même certainement pas, mais en même temps ça fonctionne et ça me rend service. Et donc dans ce cadre-là, je comprends ce que tu dis, Benoît, sur l'intention qu'on peut trouver derrière ce type d'outils. David, un commentaire peut-être encore. Oui, je ne vois pas là-dedans de quoi faire des programmes professionnels, mais par contre, ça permet à des clients qui voudraient faire développer un produit, de pouvoir donner un peu une esquisse de ce qu'ils veulent, qui ne seraient peut-être pas capables d'expliquer de manière claire à un programmeur. Voilà un peu ce que je veux, et visuellement, quand on voit à quoi ça ressemble, c'est plus facile de comprendre ce que le client veut. Maintenant, ça peut aussi être utile pour des gens qui sont handicapés, qui n'ont pas l'usage de leurs mains, de pouvoir faire quelque chose qu'ils auraient très difficile à faire autrement. Donc, il y a des applications, mais de là à dire que ça va multiplier les programmeurs et que c'est l'avenir de la programmation, il faut encore progresser un petit peu. Pour conclure peut-être, je pense qu'on peut aussi le voir un peu comme un usage un peu ludique, peut-être pour initier quelqu'un à l'informatique, à condition évidemment de voir le résultat de ce que ça écrit comme code. Je veux dire, pas juste regarder le résultat final. Donc, dire voilà, je voudrais faire effectivement des coins arrondis à mon image. Moi je le dis comme ça en français ou en anglais, et je vois à quoi ça correspond dans la manière dont on le code, ou on le coderait pour avoir un résultat probant. Et donc, du coup, voir comme ça un petit côté ludique du truc en disant, tiens, oui, c'est comme ça que ça se fait. C'est quand on cherche quelque chose, on cherche un mot de vocabulaire, par exemple, hein, ça pourrait éventuellement, peut-être... Hein, ils font quand même des choses... Ils font quand même des choses un peu plus poussées. Ici, bon, c'est un exemple très visuel où ils génèrent du code JavaScript. Ils disent que leur système brille spécialement en Python. Donc, il y a quand même des choses nettement plus évoluées que l'exemple là que j'ai mentionné, qui est visuel. Voilà. Ok, bon, écoutez, donnez-nous votre opinion de votre côté, hein, n'hésitez pas, comme à chaque fois. On vous met le lien, toujours, comme le rappelait David là tantôt, on mettra le lien en description ou dans l'article sur le blog lestechno.be. Vous avez remarqué, c'est l'été, on traîne. On traîne un peu comme ça. On a un petit peu, voilà, on va traîner un petit peu. On va peut-être pas trop traîner non plus. On va un petit peu accélérer parce qu'il nous reste encore quelques sujets quand même à aborder dans cet épisode 315. M comme malware, Benoît. Je l'évoquais dans le lancement de cet épisode. On peut donner des malwares à des intelligences artificielles. Alors, c'est bien parce que ça va faire la liaison de plein de choses dont on a déjà parlé, à Norton, l'intelligence artificielle et tout ça. Je vais être très rapide parce qu'effectivement, c'est pas une news qui mérite qu'on y passe beaucoup de temps, mais c'est intéressant de le savoir. Il y a des chercheurs en sécurité qui ont découvert qu'on pouvait cacher un malware dans le réseau neuronal d'une intelligence artificielle. Donc attention, comprenons-nous, c'est pas que l'intelligence artificielle va exécuter le malware, mais c'est que le malware peut être caché dedans, et donc peut servir comme un mécanisme d'injection. Donc, le principe étant qu'on encode le malware, on l'encode comme s'il était dans le modèle qui a été entraîné sur le réseau neuronal, et on le passe avec le réseau neuronal. Les antivirus, on sait que David n'aime pas beaucoup, vont pas se rendre compte qu'il se passe quelque chose, puisqu'en fait, le moteur d'exécution du réseau n'a pas été modifié. Le modèle qu'on entraîne sur le réseau, en fait, le modèle, il est pas, c'est pas considéré comme étant du logiciel. C'est une donnée. Et donc, du coup, le modèle ne va pas détecter par l'antivirus. Et la perte de pertinence du système, alors qu'ils avaient quand même encodé pratiquement 35 mégaoctets
de soft malveillant dans le modèle, eh bien la perte de pertinence du modèle était assez faible, c'était 1%. Donc ça veut dire que les utilisateurs vont pas non plus nécessairement se rendre compte de ça. Et donc ça permet d'injecter un gros morceau de code malveillant, de le faire passer sur les pare-feux, etc. Et évidemment, de l'autre côté, il faut quand même quelque chose qui va le récupérer, puisque c'est pas ce que va faire l'intelligence artificielle, qui va les récupérer et qui va l'exécuter. Mais ça veut dire qu'en ayant injecté un tout petit morceau de logiciel, un petit cheval de Troie ou quoi que ce soit, qui va attendre qu'on lui apporte le gros du traitement, eh ben on peut en fait prendre et être pénétré à travers une série de sécurités avec un malware. Donc c'est un peu quelque part le même problème que Word, hein. Comme il y a des macros dans Word, un fichier Word peut être vecteur d'une infection, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait un réseau neuronal peut aussi être vecteur d'infection, ne pas être détecté par les logiciels actuels, ne pas être détecté par les utilisateurs puisqu'il n'impacte pas tellement le fonctionnement du réseau neuronal, et donc il va falloir qu'on se pose des questions en matière de sécurité. Et qui peut se révéler comment comme un cheval de Troie par exemple, à la demande, en fonction d'une commande, en fonction d'un mot-clé Non, ce qu'ils ont montré, c'est qu'on pouvait faire passer cet ensemble de données. C'est ça. Donc derrière, après, il faut un autre logiciel pour le traiter. Mais des cas d'exemple, ça va être par exemple... je me suis emparé de données privées et je veux les faire sortir de façon discrète de l'entreprise. Je les fais sortir comme étant un réseau neuronal entraîné. Sauf que c'est pas ça. Ou dans l'autre sens, j'ai injecté dans l'entreprise un petit logiciel qui du coup peut être très petit et donc plus difficile à détecter, qui va simplement attendre que le gros machin arrive, il va le récupérer. Et il va du coup avoir des instructions beaucoup plus sophistiquées pour relancer une attaque plus sophistiquée. Ok, bon, tout ça est rassurant, c'est super. Merci beaucoup. Voilà, c'est chouette. C'est pas. Il faudra en parler à Norton Avast. On travaille sur la planche. La lettre N comme... alors ça, j'ai vu ça cet après-midi. Netflix, David. C'est une plateforme... qui ressemblerait, on va dire, à une plateforme VOD, enfin de streaming vidéo, à la Netflix, comme le nom l'indique, ou ne l'indique pas, mais qui est purement, mais vraiment totalement parodique. Voilà, tout à fait. Donc Netflix, c'est un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Netflix, mais qui répertorie des parodies de films ou des parodies de films qui sont des morceaux de films de films réels, comme par exemple il y a pas mal de films où à un moment il y a un clin d'œil qui est fait à un autre film et il y a 3 minutes de parodie. Et en fait, ça, bon, ils en sont au tout début. Il y a encore très peu de contenu. Et d'ailleurs, beaucoup du contenu, ce sont des parodies qui viennent d'épisodes des Simpsons, parce que bon, les Simpsons après, ils ont pompé beaucoup de choses. Après près de 20 ans d'épisodes où ils font des parodies quasiment à chaque fois, il y en a énormément. Bon, maintenant, ce n'est pas une plateforme qui contient de la vidéo. Ça contient des screenshots, ça contient les informations. Ça va dire, voilà, par exemple, Jack Slater 4, c'est un film qui est un morceau à telle minute du film Last Action Hero, donc un film avec Arnold Schwarzenegger, où en fait dans le film il est l'acteur d'une série virtuelle de films, dont le Jack Slater 4 qui est le tout nouveau qui est sorti. On a par exemple un film qui est c'était une série, je pense, All My Children, et dans un épisode des Simpsons, il y a pas les Simpsons, Futurama, All My Circuits, avec Bender le robot. Voilà. Je trouve que c'est assez intéressant, même si ça se veut être gag au départ, parce que je pense que chacun d'entre nous, à un moment, on parle, tiens, il y a une parodie d'un film qui était marrante, et on ne sait plus où c'était, parce qu'en fait, ce ne sont pas des films à part entière. Donc je trouve ça très marrant. Oui, ou même qu'un film soit évoqué dans un autre film, un faux film évoqué dans un... Enfin, c'est un mélange d'un peu tout ça, mais il n'y a rien de vrai. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'il n'y a rien de... Il y a aucun film à regarder, en fait.
Parce qu'il n'y a pas de vidéo dans cette plateforme vidéo. C'est ça qui est rigolo. C'est une plateforme vidéo sans vidéo. Mais quand on regarde un petit peu et quand on a regardé des films, etc., on tombe toujours sur un truc qu'on a déjà vu quelque part. Et donc, et ça évoque plein de choses. Et donc voilà, je trouvais ça assez rigolo aussi, ce truc. Alors c'est très drôle parce que si vous avez l'image, ou en tout cas allez jeter peut-être un œil sur le site, hein, c'est Nestflix, donc nestflix.fun. Déjà le titre est assez explicite. Et puis quand on est sur la homepage, on est vraiment comme sur une plateforme VOD tout à fait classique, avec la petite icône en haut à droite qui est normalement votre compte, enfin voir quel est votre compte personnel. Et quand on clique dessus, on a un petit gif animé. Enfin voilà, c'est bien pensé, c'est bien foutu. Il y a une page Facebook aussi qui va avec c'est une créatrice, je pense, qui a pensé à ça. Et donc il y a plein de choses autour qui sont en train de se passer. Et il y a moyen de contribuer. Et donc j'imagine que ça va devenir une espèce de réseau social du film fake. Pourquoi pas. Je trouve ça assez comique. Netflix. Donc voilà. On peut passer à la suite, du coup. Avec la lettre S comme Steam. David, de nouveau, pour parler de Steam Deck. Pas Stream Deck, pas confondre. Steam Deck, c'est le PC gaming portatif de Valve. Voilà, c'est la nouvelle console de Valve qui devrait sortir au mois de décembre, mais apparemment ça sera plutôt du style mars à juin 2022. Et cette semaine-ci, elle a été mise dans les mains de quelques chroniqueurs qui ont pu tester et donner leur avis, faire des tests. C'est assez intéressant. Donc c'est une petite console qui contient un processeur AMD Zen 2, 4 cœurs 8 threads, 16 Go de mémoire LPDDR5, un chipset graphique intégré sur base de RDNA2 avec 8 cœurs. Bon, ce n'est pas un monstre de puissance. Pour donner une comparaison, la Xbox Series S a un RDNA2 avec 20 cœurs. L'écran n'est pas en résolution exceptionnelle non plus, c'est du 1280 x 800, donc c'est du 720p. Et d'après les tests, question performance, il faut pas espérer aller beaucoup plus haut que ça. Mais malgré tout, c'est équipé d'un port USB-C supportant le DisplayPort 1.4 qui permet de contrôler un écran externe en 4K. Quelque chose de très surprenant, c'est que ça sort avec un Linux. Donc c'est une console de jeu Windows qui va sortir avec SteamOS, qui est une version Linux, et les jeux seront exécutés via Proton, qui est la plateforme que Steam utilise pour faire tourner des jeux Windows sur Linux. Bon, il y a toutes des discussions qui sont faites autour de ce choix, mais il est quand même possible de désinstaller SteamOS et d'installer un Windows normal dessus. Donc voilà, apparemment ça a l'air grand, mais ça tient bien dans les mains. Question ergonomie, j'ai vu beaucoup de positifs. Bon, j'étais pas très chaud quand j'en ai entendu parler au début, mais après avoir lu quelques reviews, ça pourrait être assez intéressant. On a c'est toujours un indicateur malgré tout, hein, le prix du bidule. On est dans quelle fourchette, tu le sais ou pas? Peut-être qu'on ne l'a pas encore. Hein. $399 la version de base, qui n'est pas vraiment très intéressante parce que c'est une mémoire flash eMMC qui est très lente. Ouais. Si on veut plus de mémoire, il faut utiliser une carte micro SD. Les cartes micro SD, c'est pas ce qui est plus rapide. Il faut directement aller à la version plus haut de 256 Go pour avoir un disque de type NVMe qui lui a des performances correctes. Et donc là, on monte directement dans les $500-600, c'est-à-dire 500-600 €. Ouais. Ce n'est pas donné.
On vous renvoie vers le site, bon, on peut le citer, hein, Tom's Hardware, qui a fait un test très complet, je pense, hein, de la bestiole, avec beaucoup de photos, beaucoup de clichés, voilà. Vous pourrez vous faire une opinion si le jeu vidéo mobile vous intéresse. Je pense que vous y trouverez votre compte. Si vous êtes vraiment très intéressé, à mon avis, vous avez plus d'informations que nous, parce que vous le savez, nous, chez les Techno, on n'est pas très jeux vidéo, on l'évoque parce que voilà, ça fait partie de l'ère du temps, et ça intéresse, comme David, certains de nos chroniqueurs quand même, mais sur les choses un peu plus pointues, si vous avez vraiment envie d'aller dans les détails, on vous met le lien évidemment en description. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, jeux vidéo, c'est pas ton... Non, globalement c'est pas mon truc, j'ai pas bien compris cette histoire de Windows, de jeu Windows... oui, c'est un peu. Il y a une petite ambiguïté. On n'a pas très bien compris avec l'histoire de Linux, David. Répète-nous ça. Oui, donc Steam, en fait, c'est une plateforme qui distribue des jeux vidéo, oui. Principalement à l'origine sur Windows. D'accord. Mais Steam s'est attaqué également à Linux. Donc, il y a pas mal de jeux Steam qui tournent sur Linux. Ils ont fait une couche software qui permet de faire tourner des jeux Windows sur Linux. Et comme système d'exploitation de base de la Steam Deck, ça sera un Linux qui tourne à la base. Okay. D'accord, pour évidemment ne pas payer la licence Windows sur chaque console. Oui, parce que là, du coup, ça gonflerait encore un petit peu plus le prix, ce qui n'est pas le but non plus. Donc, ok, voilà, c'est beaucoup plus clair. Super clair, beaucoup plus clair pour tout le monde d'ailleurs. Merci beaucoup, David. Pour qui ce petit chien dans la vitrine? J'avais envie de sortir cette vieille phrase. C'était dans une chanson, c'était... Ok, petit chien dans la vitrine. Cyberdog, en l'occurrence, signé Xiaomi. Benoît, c'était dans les news de cette semaine. Effectivement, je l'ai vu passer, et il a comme un air de cousinage avec un autre chien robot du même type. J'ai presque envie de dire. Voilà, tout à fait. Donc c'est dans les annonces de Xiaomi. Un quadrupède, hein, donc un robot quadrupède, donc un petit chien quoi, qui effectivement ressemble très fort à Spot, le robot de Boston Dynamics, en tout cas sur les photos. Le look le choix de couleur est pas le même, hein. Spot est jaune, ici on est sur un robot noir, mais enfin on va pas s'arrêter à des détails comme ça. Non, mais voilà, les papates avec les articulations inversées, des trucs comme ça. Exactement. Tout à fait. On est sur la même logique que Boston Dynamics, et en même temps c'est peut-être pas illogique puisque c'est un quadrupède basé sur l'état de l'art, et donc forcément il y a peut-être pas encore des tonnes de formes différentes qu'on pouvait lui donner. Alors ce qui est assez remarquable, c'est le prix. Donc un Spot, c'est dans les 75 000 $, hein, donc c'est pas un truc qu'on s'achète pour se faire plaisir. Ici Xiaomi annonce son robot, devinez, à 1 300 €. Ah donc, oui. La différence de prix est quand même assez significative. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, ce qui se cache derrière, de façon très claire, c'est le soft. Donc, là où Boston Dynamics livre une solution assez complète avec un chien qui est en fait très capable, hein. Le Spot, je sais pas si vous avez vu des vidéos de démo, mais c'est une petite machine très capable. Et je parle pas juste des danses. Elle peut faire il y a des systèmes où on lui met des balises, elle se déplace entre les balises, elle porte des choses, etc. Ici, le robot est clairement beaucoup plus bête. Et la logique de Xiaomi, c'est de dire, on va rendre la solution open source, donc on va fournir un SDK, et on va encourager une communauté à venir développer sur notre robot. Et quelque part, ils ne font que, et je mets des guillemets au que parce que ça n'est quand même pas simple, et ils ne font que fabriquer le hardware, avoir sélectionné les pièces qui vont bien, avoir fait la mise ensemble qui va bien, mais il y a un logiciel qui est fourni avec, mais qui est visiblement nettement pas au niveau de qualité de ce que Boston Dynamics fournit. Et quelque part, c'est un boîtier, un processeur, quelques capteurs, une série de moteurs, etc. Ça ne coûte forcément pas le même prix que toute la R&D que Boston Dynamics a mis pour fabriquer Spot. Ouais. Je viens de noter, parce que j'avais peur de l'oublier, quelques mots sur une feuille de papier. Ça va parler à tout le monde, enfin en tout cas aux gens de notre génération. C'est Spot est à Ratatin ce que Cyberdog est à Rantanplan. Voilà.
C'est aussi un chien, mais il est beaucoup plus, enfin, bête. Bon, voilà. Oui, tout à fait. Il est moins malade. Voilà, c'est ça l'idée. Un petit peu. Un petit peu ça l'idée, mais ça reste un chien. Ça reste un chien. Avec 4 pattes. Ça reste un chien. Donc, il faut voir. Voilà. Mais ceci étant, si on veut, si on est intéressé par la robotique, qu'on a envie qu'on a envie de faire du développement autour de ça. C'est pas un secteur où j'ai énormément d'expérience, donc je ne vais pas dire que c'est nécessairement un produit qui est formidable, mais je pense que c'est un produit qui méritera qu'on le regarde et qu'on se dise, tiens, effectivement, voilà, ils annoncent une vitesse quand même de 11 km/h. Le servomoteur apparemment a une puissance, encore une fois là je me fie à des avis externes parce que je n'ai pas moi l'expérience, mais les servomoteurs ont une puissance tout à fait satisfaisante pour ce genre de produit, et il a la capacité de porter 3 kilos. Donc on peut quand même construire dessus par exemple un petit bras qu'on va pouvoir articuler. Il y a possibilité de faire des choses intéressantes. Également tous les capteurs pour l'aider à s'orienter. Donc il y a quand même on va dire les bases pour construire dessus un robot autonome. Donc c'est bien, il peut transporter un petit chien, quoi. C'est le petit chien fatigué. C'est le petit chien fatigué. Il peut promener le petit chien. Le plus malin des deux. Non, il peut promener le petit chien. Tu lui donnes une laisse, il promène le petit chien, par exemple. Mais bon, il faut pas qu'il se perde. Donc voilà, je sais pas ce qu'en pense. C'est un jouet, mais c'est quand même rigolo. C'est un peu comme les premiers drones sur lesquels on a pu sauter à une époque. Je me rappelle des drones de... Comment ça s'appelait encore de Parrot. Comme ça, c'était un peu cher, mais malgré tout. Et c'était vraiment très, 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 très limité par rapport à ce qu'on basique, connaît. Ça n'avait rien à voir avec les drones professionnels, mais ça a permis de... Même avec les drones DJI d'aujourd'hui, c'était... Mais il y avait moyen de commencer à mettre les doigts dedans, quoi, de commencer à chipoter. Ça a servi de... Voilà. Et pour ça peut paraître cher, hein. Enfin, c'est de l'argent, faut être honnête. 1 000 €, c'est quand même de l'argent. Mais j'entendais encore, parce on n'en a pas fait une news ici, et tant mieux, mais je vais quand même l'évoquer, le nouveau smartphone de chez Samsung sur le modèle pliant, vous voyez, celui que je déteste, et qu'on nous dit... on s'était dit, on n'en parle pas parce que Marc n'aime pas. C'est ça, mais j'ai quand même entendu l'attaché de presse belge dire, on a 2 modèles, dont un vraiment très abordable à partir de 1 000 €. Donc 1 000 €, c'est très abordable quand on se place du point de vue de Samsung, donc voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense David, pour conclure peut-être. Je vais dire 1 000 €, c'est entre guillemets pas cher quand on sait que le robot de Boston Dynamics est à 75 000 €. Oui, c'est ça. Donc c'est pas du tout la même gamme de prix. Et si on regarde ici, j'avais regardé un peu le robot Xiaomi. Si on regarde ce qu'il y a comme matériel dedans, il y a déjà une caméra 3D Intel qui coûte déjà 200 € à elle seule, une plateforme Nvidia Jetson qui coûte déjà 150 à 200 €, oui, les moteurs, tout ça. Donc au final, je ne suis pas certain qu'ils font un profit sur le prix de vente, et c'est probablement dans le but justement de fournir une plateforme de développement, d'attirer les développeurs, et puis après éventuellement de vendre des produits, ou alors de récupérer l'innovation des développeurs pour en faire des produits. Oui, peut-être, oui, justement. C'est peut-être parce qu'on parle de 1000 unités, hein, pour commencer. Donc, ça fait peut-être plus figure de test, entre guillemets, de produits de test qu'autre chose. Enfin, 1000 unités à l'échelle de la planète, c'est rien, hein. Ça va partir comme ça, quoi. Mais en même temps, si vous avez la chance de mettre la main sur un modèle, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et on s'en fera l'écho, évidemment, dans un futur épisode des Technos. Voilà pour conclure, donc, cet épisode 315. C'est toujours un peu chaotique, hein. Je le disais au début d'épisode, moi, je fais comme ça quand je suis... Quand je ne dois œuvrer qu'une fois toutes les 2 semaines, je suis tout paumé. Et donc, on va se remettre en jambes très rapidement, puisque la rentrée, c'est dans pas longtemps. Hein, c'est en septembre, comme chez beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, on a encore un épisode estival dans 2 semaines à vous proposer. D'ici là, vous aurez la 4e et dernière partie de l'introduction à la cryptographie proposée par Sébastien. Ce sera la semaine prochaine. Et bien entendu, parce qu'il nous reste quand même des choses à dire, vous aurez également, d'ici quelques jours, si vous êtes vraiment au taquet,
c'est-à-dire début de la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi en gros, vous aurez le bonus de cet épisode. On a encore quelques petites choses à vous raconter, me semble-t-il. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Benoît, passe de bonnes vacances du coup, si on ne t'entend plus. Et puis merci également à David, qui ne part pas en vacances, donc du coup. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces, partager cet épisode avec vos amis, etc. Et si vous êtes encore en vacances, passez de bonnes vacances. À très bientôt. Salut.